On va passer, oui, ça marche. On va passer à Didier Paclin, donc qui est professeur à l'Université Laval Québec, donc près de la ville de Québec, pour ceux qui connaissent un petit peu cette belle province. Voilà. Il est responsable même d'une chaire, mais il va vous dire tout ça en leadership, en pédagogie de l'enseignement supérieur. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Le repas est encore un peu loin. Je sais, les effets glucidiques et glycémiques vont peut-être vous toucher dans quelques instants. Je vais essayer de ne pas, rendre encore plus difficile cette période de la matinée. Rapidement, je suis Didier Paclin, je suis biologiste. J'ai travaillé beaucoup sur l'hybridation des animaux, vous pouvez me trouver. Notamment en production ovine, travaillant à l'INRA dans les années 80 sur la mise en place d'une souche ovine donc fondée sur le principe de l'hybridation. L'hybridation étant, dans le secteur de la biologie, la recherche de ce qu'on appelle l'effet d'hétérosis, c'est-à-dire le fait que les enfants ont une performance supérieure à la moyenne des parents. Voici, ça peut être une définition de l'hybridation, qui ne se résume pas forcément au mulet, mais qui peut avoir d'autres ouvertures. Bon, je ne considère pas non plus que l'hybridation s'adresse à des ânes, et pas non plus aujourd'hui, juste pour resituer un petit peu mon propos. Donc oui, je viens de Québec, je suis passé par Bordeaux, mais voilà mon environnement quotidien. Mon environnement quotidien qui, vous pouvez le remarquer, est fortement marqué par une présence ecclésiastique, mais qui n'a jamais connu le moindre curé ici, mais qui, malgré tout, explique le fait que pourquoi cette université, donc la première université francophone en Amérique du Nord, a, aujourd'hui développé plus de 900 cours à distance, 170 cours hybrides. Et c'est à partir de cette expérience-là que je vais essayer de partager avec vous l'analyse du comment, du pourquoi, de peut-être quels effets, quels intérêts ou désintérêts on peut avoir vis-à-vis des formations hybrides. Et dans les années 1984, plus exactement 1984, tout comme à Genève pour le premier cours à distance, c'est un cours en théologie qui s'appelait la Bible, l'univers de la Bible, plus exactement. Et alors, juste, je vais la faire très très courte sur cette histoire, mais parce que dans l'histoire des techniques, etc., ou des innovations, l'origine est toujours intéressante. En fait, ça a été monté par un collègue qui animait, ça faisait 12 ans qu'il animait le Jour du Seigneur, et il a compris l'impact du média télévisuel sur, la diffusion. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que le second cours qui a été donné, un cours en géographie mondiale, et en fait, l'origine est aussi intéressante, c'est pour ça, parfois, il faut se laisser surprendre par les origines. En fait, c'était l'apparition dans les années 80 des premiers fonds verts sur la présentation de la météo. Et le collègue en géographie s'est dit, là, il y a peut-être un truc à saisir. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est peut-être, non pas de vous dire qu'il faut faire la Bible de la géographie, mais à travers cette expérience, peut-être de vous donner un petit peu des fenêtres, des ouvertures sur qu'est-ce que peut être la formation hybride. Ah si, ça marche. Okay. La formation hybride, c'est vrai qu'elle s'inscrit, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais surtout par rapport à un modèle de référence qui est, somme toute, un modèle de référence récent, mais dont on voit qu'il fonctionne. Parce que même dans un colloque, une journée d'études sur la formation hybride, on voit comment et combien le modèle qui vous a construit, est prégnant dans le mode même d'appréhension du sujet. C'est quand même aujourd'hui un élément qui est intéressant à considérer, l'origine en tout cas le renforcement de l'intérêt pour les formations hybrides. On peut se demander aussi si c'est ça pour les bonnes raisons. C'est vrai que c'est paru dans Le Monde, je ne sais plus exactement quelle édition, mais dont on sait la massification, etc. Comment on va faire? Et on se dit, une façon de résoudre le problème, on les met à l'extérieur. Et une fois qu'on les met à l'extérieur, eh bien on va appuyer ça sur de la technologie, on va mettre des ressources, etc. Et puis, alors, je vais provoquer un petit peu, mais à cette heure-là, c'est pour me maintenir réveillé. Puisqu'on a 27% de réussite en licence, si on n'en a que 24, c'est pas très très grave, ça ne sera pas pire que dans des cours en présentiel, dans des amphis. Bon, ça, bien sûr, ça peut être une approche. C'est pas tout à fait celle, bien sûr, que j'ai envie d'aborder avec vous, mais c'est quand même conduire avec vous une réflexion qui est principalement fondée
mais que ce soit, enfin, si on considère aujourd'hui l'objet de la formation hybride comme une question de décentration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est que si on veut aborder la formation hybride, dont on a vu toutes les différentes modalités, etc., de la scène à l'écosystème en passant par le gîte, et j'en passe et des meilleurs, mais c'est avant tout une question de décentration et une question d'acceptation que l'autre a une capacité d'intervention, d'action dans la prise en charge de son projet de formation. Il y a une question de valeur, de croyance pédagogique et de posture qui me semble aujourd'hui tout à fait centrale à rappeler avant d'aller plus loin dans ce contexte de la formation hybride. Parce que la formation hybride, au fond, on dit, c'est apparu, enfin, on peut dire Internet, tout ça, nada. Nada, ça c'est une invention parce qu'on aime bien que la technologie, il faut bien la justifier à un moment, malgré tout. Moi, j'aime bien rappeler quand même cet ouvrage, que je ne vous invite pas à lire parce que c'est complètement illisible, même traduit, le Ratio Studiorum, qui est en fait le projet pédagogique des jésuites. Paru en 1599, édité en 1599, fini d'écrire après la 12e version en 1598. Je vous ai parlé de théologie, mais ça ne va pas être que de la théologie. Hein, mais ce qui me semblait intéressant avec vous, c'était de partager quand même quels étaient les principes. Parce qu'au fond, depuis le XVIe siècle, parce que c'est assez intéressant, parce que le XVIe siècle, 1455, vous savez ce qui s'est passé. C'est en gros la même chose qu'Internet, mais avec des choses mobiles qui s'appellent les caractères. D'accord. Et puis, il y a un modèle qui s'est mis en place, notamment grâce au support au livre, mais pas que, qui est le modèle pédagogique jésuitique, qui est en fait un modèle complètement hybride. Un modèle hybride qui était fondé, si vous voulez, sur différentes parties. Hop, ça marche ou pas? Ah oui, ça a clavier, ça pourrait marcher. En fait, qui était de dire que, apprendre, déjà, il y avait un principe. Dewey a peut-être pompé chez les jésuites, j'en sais rien. Si on reprend sa lettre de 1896, il y a des choses assez proches. Tout ça pour dire que le principe, et je reviens à sa question des postures, c'est qu'apprendre, c'est une posture active. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et quand je reviendrai, si j'ai le temps, parce que là, je suis parti pour 3 heures, mais c'est quand même ces principes-là par rapport auxquels ensuite il faut raisonner toutes les composantes du diagramme et du radar qui était présenté tout à l'heure. Pour faire vite, je veux dire, le principe pédagogique fondamental, alors il y a 30 règles pédagogiques, mais je vous dis c'est lisible. La question c'était, ça commençait par une leçon pour lancer, une leçon pour allumer, pour éclairer, pour donner le goût, le désir, voilà. Et après, qu'est-ce que c'était? Mais en fait, il y avait tout un ensemble d'itérations qui s'appellent les répétitions, on va dire en français, qui étaient en fait une répétition qui amenait l'étudiant, l'apprenant, à se questionner sur ce qu'il venait d'entendre par rapport à ce qu'il devait produire. C'est-à-dire une dimension hyper réflexive, métacognitive, tout ce que vous voulez avec les mots à la mode d'aujourd'hui, mais qui était, alors c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait le matin la leçon, quand on est en forme et tout, bon. Okay. Après, il y avait 2 répétitions dans la journée, personnelles. Et après, il y avait la nuit. Et une répétition, la 3e répétition, qu'elle était le lendemain matin. Ça, c'est aussi une dimension intéressante dans les formations hybrides et aussi dans le monde que nous vivons, que je veux partager avec vous, c'est la question de la temporalité et de la décélération du temps. C'est-à-dire de voir aussi, parce que moi je trouve qu'il y a une tendance, quand on met à distance, quand on médiatise, etc., de dire, ok, les tuyaux sont gros, plus ils sont gros, plus on va mettre de la matière, et puis de toute façon, au bout, on verra bien ce qu'il fait avec. Non. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment une dimension importante dans les formations hybrides, c'est la question du rythme et de cette temporalité. Et ce qui était aussi intéressant dans ce modèle-là, aujourd'hui on parle de collaboration, coopération, etc., c'est qu'il y avait également tous les effets de socialisation à travers les disputes. Les disputes, en fait, c'est des réponses, c'est un questionnement. Par exemple, on va questionner Sylvain. Puis on était bien parti pour faire une dispute. Puis ensuite, il y a... non, mais au sens, c'est-à-dire premier du terme. Hein. Et ensuite, il y avait ce qu'on appellerait au Québec des matchs d'improvisation, c'est-à-dire les concertations, c'est-à-dire où par équipe, on s'opposait par rapport à des sujets, des thématiques. Et vous voyez, on a des fondements quand même qui me semblent peut-être intéressants à rappeler, mais j'en termine là-dessus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la formation hybride s'inscrit non pas dans quelque chose de nouveau, de disruptif, hein, ça je pense qu'on en est conscient, mais peut-être dans un retour à des principes fondamentaux qui ont été oubliés, et qui ont été oubliés notamment dans un contexte, entre autres, du 19e, parce que le siècle des Lumières, on l'a vite oublié, d'industrialisation et de
formatisation, ça se dit pas beaucoup, mais code, voilà, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut changer, mais qui ne change pas forcément, et je vais revenir là-dessus. C'est vrai que tout le monde est hyper connecté, mais je ne vais pas vous revenir sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est avec une tablette dans la main à la place de la girafe Sophie, je veux dire qu'on sait davantage utiliser les technologies et qu'on a le bon niveau de performance. On s'entend. Mais par contre, il y a un élément qui est important, vous avez tous eu, vous avez même peut-être pour certains, voilà. Les clickbait, il faudrait que j'en retrouve une. Mais il y a quand même des éléments, des tendances à mon avis qui viennent aussi soutenir l'intérêt peut-être sur la forme actuelle du développement des formations hybrides. C'est ce que permet potentiellement la technologie, à savoir l'accessibilité, on pourra en discuter bien sûr longtemps, mais la continuité, c'est-à-dire le fait que l'on n'est plus lié à un lieu pour réaliser une activité, et ça c'est un grand mouvement du monde, aussi la porosité. Mais il y a aussi, et je ne l'ai pas mis là, c'est lié à la technologie, entre autres, ça a été renforcé, mais aussi une tendance très très forte et qui a été étudiée notamment dans les années 90 par des économistes comme Albertini, le principe de séduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que vous, apprenant, bénéficiez d'un service, vous êtes sommé de participer à la production du service. Ça a commencé avec les distributeurs automatiques de billets, ça a commencé par la disparition du poissonneur des lilas, etc. etc. Aujourd'hui, on est dans cette grande tendance-là qui, à mon avis, est intéressante à avoir en tête pour comprendre ce qui se passe. Bien sûr, ce qui se passe, on dit il y a du digital partout, des puces numériques, on va cloner, on va faire... on essaye de faire mon hologramme, mais ça ne tient pas dans la boîte. Mais il y a quand même tout un ensemble de choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, le numérique, c'est sûr que c'est un élément marketing, hein, il a été fait partie de communication, un élément marketing aussi d'un certain nombre d'établissements. Pourquoi le MIT a fait des MOOC, on le sait pourquoi. Pourquoi ils n'en font plus, on sait pourquoi aussi. Il faut aussi voir ça. Le contexte, peut-être, qui est intéressant aussi à considérer, c'est de se dire, okay, l'étudiant d'hier, on ne peut plus faire semblant, il a quand même un petit peu changé. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une acceptation du contexte suivant, de se dire, dans un amphi, c'est bizarre ce machin. Quand il y a des photos. Ah oui, il n'aime pas, en fait, il n'aime pas ce qu'on veut. Oui, ok, revenons. Bon, on sait qu'il y a une diversité. Alors, je vais provoquer un peu aussi de clientèle dans un amphithéâtre. On pourra parler économie de la formation, argent si vous voulez, hein, mais c'est vrai qu'on sait qu'on a ceux qu'on aime bien, c'est-à-dire ceux-ci. De toute façon, moi, mon année, ça ne marche pas non plus. Moi, mon année, je l'aurai, c'est merveilleux. Ceux-là, de toute façon, je ne veux pas vous faire de mal, mais ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont devant, mais on les aime bien, ça évite d'avoir, comment dire, un effet. Merci beaucoup. Il y a ceux pour lesquels on voudrait bien les ignorer parce qu'ils nous gênent un petit peu. Puis il y a ceux qui sont là pour l'un des grands principes de la réussite académique, notamment dans l'enseignement, qui sont l'intégration sociale, de se dire qu'est-ce que tu fais ce soir et qui est-ce qui amène les bières. Bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'hybridation, on peut la penser dans une évolution, si vous voulez, qui, je vais situer, qui nous amène à quitter ce qu'on appelait l'unicité et peut-être à penser une conciliation. Derrière ça, qu'est-ce que je veux dire? Classiquement, il y a, et conventionnellement, il n'y a aucune valeur dans ce que je dis, mais on considère, on a une vision d'un étudiant qui sont tous semblables. Il est monositué, c'est-à-dire il vient, il repart, il est en conformité avec l'image qu'on a, tout va bien. Ça marchait, merci, ou ça marche pas, mais bon. Ça marchait jusqu'à ce qu'on se dise, mais au fond, aujourd'hui, on sait bien que la personne qui est là, assise dans un amphithéâtre ou dans un Fab Lab, dans ce que vous voulez, ou à la bibliothèque, quand il est là, il est peut-être étudiant, et vous aurez la présentation, c'est offert par la maison, c'est gratuit. Mais quand il sort, il va peut-être au boulot, et peut-être qu'entre les deux, il va chercher son enfant à la crèche qu'il va mettre chez quelqu'un. Tout ça pour dire que le sujet apprenant, c'est quelqu'un qui est polysitué, c'est-à-dire qui vit dans plusieurs mondes, et également qui est dans une diversité de préoccupations. Alors bien sûr, avec cette grande vertu qui est de dire offrons au monde les formations libres à distance, etc. Ok, ça va bien. Mais je veux dire, c'est pas considérer la réalité des pratiques et des situations.
Parce qu'il était fait mention de contexte tout à l'heure, moi je préfère la notion de situation, mais on pourrait aussi en parler. Alors, il est clair que ce que je vous raconte là, ça s'inscrit aussi dans un discours politique très très fort. Tout le monde a lu le rapport Filâtre paru en France le 19 octobre 2017, la veille du plan étudiant qui est paru 2 jours après, enfin, bref, dont on voit que formation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faciliter les parcours plus conformes aux attentes des étudiants, leurs projets de vie, aux allers-retours, emploi-formation, etc., etc. Ce que j'appelle des discours vertueux, et comme toute vertu, personne ne peut être contre. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez, par exemple, je ne vais pas vous faire l'exégèse des textes, mais des textes produits dans les années 2000, on a exactement la même chose. Pour ceux qui ont eu... Alors ça, c'est aux cheveux blancs, non colorés, que je vais essayer de... Pour ceux qui ont eu, comment dire, la joie, l'honneur, l'avantage de vivre la douce expérience lancée le 25 janvier 1985 par le Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire... Le plan informatique pour tous. Vous savez qu'il y avait un petit livre noir qui accompagnait pour les formateurs, et on avait à peu près les mêmes phrases dedans. Oui, comme quoi, de toute façon, fallait faire ça et ça allait être génial. Si vous voulez, c'est un petit peu dans ce contexte-là que, alors les animations, vraiment, ça ne marche pas du tout. C'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que l'on peut interroger, comment dire, la question d'hybridation, non pas pour l'hybridation elle-même, mais pour la flexibilité qu'elle peut apporter dans le cheminement, les parcours, les objectifs qui sont visés. Alors, je crois qu'il faut aussi se poser une question qui est de dire quelles sont nos valeurs et nos valeurs pédagogiques qui sont les nôtres. Ce que je vais vous raconter, et nous, ce qui nous inspire beaucoup, c'est qu'on est vraiment dans une approche, ce qu'on appelle la conception universelle de l'apprentissage. C'est-à-dire cette conception qui vise à considérer la diversité en entrée pour une inclusion en sortie. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que penser une formation hybride, ça peut être aussi pensé dans cette dimension-là. Alors, la formation hybride, on a vu un certain nombre de déclinaisons, de possibles, et merci à Sylvain et à Geneviève de nous avoir permis de voir ça tout à l'heure. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus, parce que je ne fais pas mon propos non plus, mais juste de revenir quand même sur la relation entre les étudiants et ces nouveaux formats ou ces nouveaux dispositifs. Si on prend le cas d'une université donc, qui m'emploie aujourd'hui, l'Université Laval à Québec, là j'ai repris l'évolution, si vous voulez, du pourcentage d'étudiants inscrits uniquement à des cours à distance depuis l'automne 2011. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque, alors distance, il y a aussi de l'hybride à partir de cette partie-là. Mais pour faire vite, qu'est-ce que nous dit ce graphique-là? C'est que au fur et à mesure que vous proposez une offre, il y a une augmentation des inscriptions. Donc ça rejoint quelque part une attente. Mais on voit aussi qu'il y a un effet de l'âge. Donc ça, c'est aussi des éléments importants, si vous voulez, juste pour vous sensibiliser, c'est-à-dire que penser, et ça on le sait, mais c'est toujours je trouve intéressant de le rappeler, que penser une offre, une proposition, une ingénierie de formation doit être considérée aussi par rapport, à la population cible. J'essaierai, si j'ai le temps, de revenir sur d'autres éléments, comment on peut prendre en compte les étudiants. Donc, ce que je vais vous raconter là, c'est à partir, et des données que je vais utiliser aussi pour étayer un peu cela, c'est à partir donc, de ce contexte québécois qui est très singulier, j'entends, mais contexte dans lequel 18% des crédits donc, des ECTS sont obtenus de manière à distance. Donc, pour vous dire un petit peu. Donc, nous, comment on appréhende cette question de l'hybride? Alors déjà, l'hybridation, il me semble aussi, je parlais de posture tout à l'heure, il me semble qu'il y a un élément important quand on parle d'hybridation de formation à distance, mais de formation en présence aussi, ça serait bien si on y arrivait, en tout cas c'est mon credo, c'est de dire, arrêtons peut-être de penser les 192 heures du prof, et pensons, le temps d'apprentissage étudiant. Ça, il faut savoir que dans les systèmes anglo-saxons, on raisonne temps apprentissage étudiant. Je le dis parce que c'est quand même un point important. Ça veut dire que dans tout le Québec, depuis la Révolution tranquille, s'est organisé de la même façon.
le cours, ce qu'on appelle un cours ou une unité d'enseignement, conduit à l'obtention possible d'équivalent de 6 ECTS, donc 3 crédits québécois multipliés par 2, et 3 cours, ça correspond à 135 heures d'activité étudiante, donc ça permet, par rapport à ce que disait Sylvain tout à l'heure aussi, les étudiants savent aussi ce à quoi ils s'embarquent. Ils ne peuvent pas faire plus de 5 cours par session, et un cours, en règle générale, le format, il se déroule sur 15 semaines. Donc d'entrée, si vous voulez, même si ceci est juste, mais c'est faux à la fois, d'entrée, si vous voulez, ce sont des organisations pédagogiques qui ont fait de la distance un moment important du temps d'apprentissage, puisqu'il représente les 2/3, puisqu'il y a 45 heures, entre guillemets, en face à face, et je vais revenir là-dessus, et il y a 90 heures qui sont en dehors. Donc, vous voyez, c'est aussi quand même des éléments importants et qui sont posés dès le départ. C'est-à-dire que l'étudiant, quand il s'inscrit, il sait qu'il a 135 heures en gros, ça peut être entre 110 et 170, je veux dire, qu'il peut consacrer. Le temps qu'il va consacrer, il faut aussi être conscient que l'étudiant, lui, il est dans sa propre économie. Si je le traduis ici, je dirais peut-être que lui, avoir son UE indice, ça lui suffit. Là où nous, en tant que prof, on voudrait tous qu'ils aient 16 ou etc. Parce que ce serait... Non. Il y a aussi une économie qu'il faut considérer. Donc, la manière dont on appréhende la formation hybride, c'est assez simple. Alors, il y a une animation, donc on ne l'aura pas. Si j'avais su, j'aurais passé même à faire autre chose. Okay. En tout cas, la formation hybride, ça correspond à, si vous voulez, nous on parle de formation hybride lorsque 20 à 80% des 45 heures sont proposées différemment. Ça va ? Et après, si c'est au-delà de 80, on considère que c'est du tout distancié. Ce qui nous anime là-dedans, c'est de dire comment on peut redonner de la valeur à du temps de présence. C'est uniquement ça. C'est comment redonner de la valeur à cela, et de façon à permettre à répondre, permettre de répondre aux besoins des étudiants tels qu'ils l'expriment. L'étudiant, aujourd'hui, il recherche une diversité de proximité. La proximité, ce n'est pas du tout la distance géographique. Hein. Ça, on s'entend, on le sait. La proximité, ça peut être une proximité, bien sûr, spatiale, mais c'est avant tout une proximité qui va être une proximité, temporelle et une proximité sociale. C'est-à-dire que si, moi, pour apprendre, je ne peux pas venir sur le campus, mais si je peux réaliser mes activités au Starbucks du coin avec d'autres étudiants, ça me convient tout à fait. Et quand vous observez, je travaille un petit peu sur les espaces, parce que j'allais faire allusion, quand on observe là où apprennent les étudiants, c'est quand même assez intéressant, je veux dire, de constater ça. Alors là, les formations hybrides, il y a plusieurs types de définitions. Donc, en clair, celles qui sont utilisées, qui concourent au Québec, c'est plutôt de se dire, c'est assez simple, le cours hybride est conçu de sorte que certaines heures de classe sont remplacées par des activités en ligne, ça ne va pas plus loin. D'accord ? Bien sûr, ce n'est pas tout à fait le même type de définition que celle qui était proposée, entre autres, par Bernadette. Charlie. Oui, mais c'est après le prénom. Nathalie. Nathalie, merci. Et Teraya. D'accord ? Sur Julien, où la question de l'innovation était très présente. Mais ce que je voulais rappeler, parce que je me suis permis, je ne fais pas de l'autopromotion d'un travail collectif, mais malgré tout ce qui avait été produit dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelle Le collectif de Chasseneuil, dans lequel, je veux dire, nous avions osé, intégrer dans la notion de formation ouverte à distance, une formation qui, entre autres, repose sur des situations d'apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieu, de médiation pédagogique, humaine et technologique et de ressources. On n'était pas trop mal quand même. Hein, des fois, on est complètement à côté, mais on n'était pas trop mal. Mais ça, voilà. Donc, en fait, la formation, si vous voulez, hybride, telle qu'on peut, je veux dire, la lire, telle qu'on peut la comprendre, telle que nous, on la représente aussi aux yeux des apprenants. Hein. C'est-à-dire qu'ici, bien, vous avez compris que ce n'était pas du tout hybride. Hein. Donc, on travaille pour dire sur 15 semaines. Bon, de temps en temps, on a une semaine d'examen, pas forcément, on a des semaines de lecture. Juste l'idée, c'est, derrière ça, peu importe si c'est des exposés, si c'est des questionnaires, etc., c'est juste ce qui nous semble important,
quel que soit même le mode de formation, mais qui plus est pour les formations hybrides et à distance, c'est de permettre à l'étudiant de comprendre très très rapidement quel est le projet pédagogique qui lui est proposé. Alors, si c'est complètement, je veux dire en présence, c'est ça, et puis si c'est en mode hybride, eh bien on va avoir d'autres organisations, d'autres activités. On pourrait revenir sur les activités, j'ai plein d'exemples comme ça, mais en fait, et en écoutant Geneviève, je me suis dit, mais au fond, c'est vrai qu'on retrouve de la scène jusqu'à l'écosystème. Mais ce qui est intéressant, peut-être aussi, c'est déjà, il reste 5 minutes, mon gars, ben bravo. La frustration va être grande pour moi aussi. Mais l'idée, c'est aussi d'accepter le fait que parmi, par exemple, les 6 cas de figure, les 6 figures types qui ont été présentées, en fait, elles peuvent être, elles-mêmes, mobilisées dans un cheminement. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des moments de grande scène, des moments de gîte, comme on peut avoir des moments d'écosystème. Et le moment d'écosystème, il va par exemple tout à fait trouver sa place si vous fondez votre approche de formation hybride par, je veux dire, une pédagogie par projet. On ne peut pas faire par exemple une pédagogie par projet sans être en mode écosystémique. C'est pour ça que je veux dire, les fondamentaux de cela, c'est avant tout quelles sont les formules pédagogiques qu'on va pouvoir mettre en place. Donc j'en ai plein, vous les aurez, ça peu importe. L'enjeu, bien sûr, et ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer rapidement quand même de vous donner aussi 2-3 éléments complémentaires, c'est que d'accepter cette différence de centration, parce que sinon on a beaucoup de difficultés. Les flèches, ça pourrait donner ça, mais on ne les aura pas non plus. Voilà, ça non plus. Mais l'idée, si vous voulez, c'est aussi de se dire, quand je fais de l'hybridation, en tout cas, moi c'est une approche, c'est ce que je soutiens, l'hybridation est fondée, comment dire, si vous empruntez aux théories de l'activité, vous avez un bon cadre pour penser aussi l'ingénierie d'un dispositif de formation, notamment d'un dispositif de formation hybride, mais ça pourrait être tout autre chose. La théorie de l'activité va nous amener, si vous voulez, à définir quelles sont les activités d'enseignement d'apprentissage qui vont avoir du sens en complémentarité pour permettre à l'apprenant de réaliser son projet de formation. Et au fond, quand on regarde ces activités, eh bien, elles s'inscrivent dans du temps, dans de l'espace, dans du social et mobilisent des objets. Là, j'en ai noté 2. Il pourrait y en avoir, bien sûr, de plus en. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de travailler à ces hybridations, mais de trouver le sens, le pourquoi et l'explicitation de ces hybridations et de en rendre compte à l'étudiant. Parce que ces hybridations, ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais c'est clair que ces hybridations, ça va jouer sur les activités. On peut hybrider des activités, sur les temporalités, les spatialités, les formes de sociabilité, les types d'objets, de ressources, de matériel utilisés, mais également sur les rôles. Parce que, je veux dire, si on dit on peut faire une pédagogie active tout au long, etc., si c'est une pédagogie active qui est fondée uniquement sur l'application de l'étudiant, si c'est des formules de 10h, 20h, 50h, ça peut aller. Au bout d'un moment, et si tout le monde fait comme ça, peut-être qu'il y a un moment, ça va être stop. Il faut aussi penser à la fois la temporalité, mais également toute l'énergie cognitive qu'il faut mobiliser chez l'étudiant pour aussi réaliser le projet, aussi vertueux soit-il. Parce qu'on a une économie de l'apprentissage qui souvent est oubliée, et ce n'est pas des euros. L'idée pour ça, c'est vraiment de travailler dès le départ à faire en sorte que, alors ça peut être par la communication, par autre chose, mais à l'implication des étudiants dans le projet. De façon à ce qu'ils puissent accéder au sens du pourquoi les choses vont se faire, et donc de passer, et ça aussi dans les changements de posture c'est important, de changer d'un modèle de l'implicite à un modèle de l'explicite. Je reviens, quand vous entrez ici dans un amphi, vous savez que quelqu'un va parler et que vous allez écouter selon la place où vous êtes. Si vous êtes vers la caméra, peut-être que c'est vous qui allez manipuler, mais en gros chacun connaît son rôle par l'affordance du lieu. Là, je veux dire, quand on arrive dans un dispositif hybride, qui plus est, s'il mobilise beaucoup de technologies, c'est un petit peu plus difficile d'avoir ces repères. Donc on peut très bien dire, ah oui, il faut développer l'autonomie, mobiliser l'autonomie, responsabiliser, mais encore faut-il donner le gros bout du bâton à l'étudiant. Si c'est vous qui le gardez, ça ne marchera pas. Si vous voulez savoir ce qu'est le gros bout du bâton, on en parle. Tout ça, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que ça vaut le coup. Là, je vous ai mobilisé quelques données, si vous voulez, sur... qu'est-ce que j'ai pris ici? Ici, c'est l'abandon, ici, c'est l'échec. Ici, j'ai pris des données sur 3 années.
on est en cours de premier cycle. Baccalauréat, donc licence, ok. Sur en 3 ans. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça parle de soi-même. D'accord? Donc c'est vrai que l'investissement, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine, puisque, je veux dire, le système performe davantage et l'étudiant performe davantage. Bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qui jouent là-dessus. Vous avez compris que ça, vous l'aurez, mais on n'en parlera pas. Mais, si vous voulez, tout dépend aussi du public auquel vous vous adressez. Ici, on a parlé de données massives. Là, si vous voulez, ce sont des données, j'ai collecté des données sur 5 années avec les inscriptions de premier cycle, je vous passe le millier de données qui est derrière. Juste pour vous sortir les choses, en vert, ce sont les conditions gagnantes, en orange, les conditions moins gagnantes. Si vous êtes une fille, vous avez plus de chances qu'un gars. Code de rendement collégial, le CRC, c'est, on va traduire bac S, bac techno. D'accord? Diplôme antérieur, vous avez fait un bac... CRC c'est mention, je vais le traduire comme ça, mention. Diplôme antérieur, c'est bac S, bac techno. Bon, ensuite, ça ne parle pas beaucoup ici, mais selon si vous êtes dans une licence ou dans un DU, si le cours est obligatoire ou pas, enfin, si vous avez un grand nombre de cours, etc. C'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui, si vous voulez, quels sont certains paramètres qui vont participer, comment dire, qui vont venir en appui à la réussite de l'étudiant. La réussite éducative, j'entends. Et là, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de savoir si, par exemple, ici, vous allez voir les modalités hybrides, vous les avez vues, et ça permet de savoir si, en fonction du public auquel on s'adresse, le mode hybride va être, adapté ou pas. Alors, il peut être adapté à certains. Ah, puis il y a des animations, je suis désolé. Enfin, je ne suis pas désolé d'un matériel qui ne répond pas à mes plaisirs. Bon, voilà, c'est ça. Ça, c'est pareil. Ok? Parfait. Non, juste pour dire que, si vous voulez, derrière ça, c'était juste pour vous sensibiliser sur le fait que un même dispositif, qu'il soit écosystémique, qu'il soit scénique, qu'il soit équipage, etc., on voit bien qu'il y a des variables qui vont, je veux dire, expliquer des différences. Par exemple, dans le mode hybride, qu'est-ce que l'on peut voir, c'est que le mode hybride, si vous voulez, que l'on soit parent, et que, je veux dire, il y a une recherche de conciliation, travail, études, famille, que l'on soit à distance ou en hybride, ça sera un petit peu, ça n'a pas trop d'influence, le seuil de difficulté est le même, mais on voit par exemple que l'intérêt de l'hybride par rapport à la distance pour cette population de parents va jouer sur la charge de travail, c'est-à-dire que la charge de travail va être perçue comme moindre en mode hybride qu'en mode à distance. Mais ça, ce sont des éléments, si vous voulez, qui... J'en ferai plus d'animation, je mettrai mon ordinateur, j'imposerai mon ordinateur. Mais tout ça, ça suppose aussi, si vous voulez, ça dépend également des formes d'hybridation et des activités que j'évoquais rapidement qui vont composer l'hybridation. Là, si vous voulez, ce que j'ai mis, c'est tout un ensemble d'activités pour bien aussi rappeler que l'hybridation, ce n'est pas uniquement du travail à distance, etc., et puis du travail collaboratif, etc. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Ça peut mobiliser aussi du travail en coprésence de manière hyper classique. Ça peut mobiliser du temps de travail en Fab Lab. Comme ça, il peut aussi y avoir des temps, entre guillemets, de lecture, des temps de co-design, ou des temps également de détente. Je rappelais tout à l'heure la détente. Et aussi des hybridations qui vont se faire par des modalités de présence qui vont être différentes par l'utilisation d'autres technologies de type robot et autres. Et tout ça, si vous voulez, pour reprendre les parents qui ont par exemple plus de difficultés en cours à distance qu'en mode hybride, tout ça, en fait, on l'explique bien aujourd'hui, on sait pourquoi, parce qu'au fond, dans un mode hybride, comme dans un cours à distance, par rapport à une situation présentielle, il ne faut pas oublier qu'on demande 2 activités aux étudiants. Une activité classique dont on connaît la courbe d'apprentissage, qui est celle de l'apprentissage du savoir, savoir-faire, développement de capacité, etc. Mais également, et comme il y a une animation, ça va être rigolo, à un moment ça ne l'est plus. Voilà. Et puis également l'appropriation du dispositif, c'est-à-dire de cette organisation. Et ça, c'est quand même un point important dans les conditions de réussite à distance,
qui font que ce que l'on va chercher, c'est faire en sorte que j'arrête, que ce temps d'apprentissage soit du dispositif soit le plus précoce et le plus facile possible, de façon à ce que les étudiants puissent se concentrer. Voilà, en quelque sorte, ça non. Tout ça pour dire que, oui, ce qui est important, si vous voulez, c'est d'oser. Moi, je pense que dans le développement des formations hybrides, ce qui est important, c'est d'oser de se lancer. Vous voyez, de se lancer peut-être en gradient de 20-80%, ça peut être de 15, peu importe, mais d'y aller, de prendre le risque, comment dire, de vivre l'aventure, de se lancer dans cette zone de délicieuse incertitude. Vous voyez, là, on ne sait pas trop, mais il y a quand même eu les brises de glace qui sont là, mais avec quand même un élément important qui n'est pas une tâche en haut, mais qui est l'oiseau qui montre le cap. C'est-à-dire que développer une formation hybride, c'est vraiment être au clair sur le pourquoi on veut développer cela, et comment dire, de façon à ce que tout ce que vous allez mobiliser, à la fois en interne, parmi l'ensemble des compétences, mais aussi pour les étudiants, que tous les actes et les actions qui vont être posées aient un sens et que ce sens puisse être référé pour l'étudiant à son projet de formation et au développement de compétences. Merci. Merci beaucoup. Ça va susciter quelques questions. Bon, je ne sais pas que ce soit obsessionnel non plus. Donc, si Bon, s'il n'y a pas de questions, je m'en vais. Personne n'a de questions. En général, j'ai réussi bien ça. Ouais. Je bloque la parole. France, tu veux... Ah non. Non, mais même la deuxième question, même s'il n'y en a pas de troisième, c'est pas grave, moi ça m'a fait plaisir. Allez, Laurent. Merci. Ah, c'est vous, là, je vous ai perdu. Oui. Alors moi, je voudrais profiter de votre présence pour vous poser une question qui n'est peut-être pas tout à fait liée aux formations hybrides, mais peut-être si quand même. On a reçu dans notre enseignement une initiation à la méthode MISA, développée par Gilbert Paquet. Je voulais savoir si vous utilisez cette méthode qui permet donc de concevoir des systèmes d'apprentissage. Nous, non. D'accord. Nous, non. Non, c'est une très bonne méthode. Nous, si vous voulez, ce que nous avons fait, en fait, c'est que nous avons, à partir des 30 années d'expérience de développement de formation à distance hybride, nous avons fait tout un travail avec les conseillers pédagogiques, avec les chargés de cours, les profs, et aussi avec les associations étudiantes, pour travailler à ce qu'est la qualité et les éléments de la qualité d'un cours, à distance et hybride. Et c'est un outil qui est gratuit, et puis je le mettrai en référence, hein, ça nous fera plaisir. Et qui en fait permet, si vous voulez, d'aborder différents éléments. Dans cette perspective, ce qui nous anime, c'est vraiment, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'alignement pédagogique. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en pédagogie. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est le cordeau du maçon. Hein. Est-ce qu'il y a des outils particuliers pour concevoir ces formations ou pour capitaliser les expériences? Ben, nous, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Si vous voulez, les outils, si vous voulez, en termes d'outils, j'ai envie de dire, c'est pas tant des outils au sens marteau, enclume, etc. Je pense qu'il y a la question des postures, il y a la question des valeurs, et il y a la question aussi de la connaissance d'une diversité de formules pédagogiques. Et aussi la capacité des acteurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit un DSI, que ce soit un gestionnaire de RH, que ce soit un prof, que ce soit un bibliothécaire, etc., à accepter d'entrer dans une zone de délicieuse incertitude. C'est-à-dire, oui, mais d'accepter de se faire brasser. Non, mais oui, mais il n'y a pas de 36 000 solutions. Hein. Je veux dire, ça a été dit, hein, on ne peut pas penser l'avenir avec les cadres archaïques, enfin, si tant est que... Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ce qui est important, c'est le retour d'expérience. Qu'on appelle ça sauteur, si vous appelez ça comme vous voulez. Mais ce qui, pour nous, est par exemple fondamental, ce qui, je pense, contribue aussi à faire que ça fonctionne, puis il y a plein de points d'amélioration, c'est la réflexivité sur l'action. Ça, c'est fondamental. Lorsque, si vous voulez, le cours a été donné, par exemple, là où on parlait avant d'évaluation des enseignements, maintenant on parle d'évaluation de l'expérience d'apprentissage.
voyez, pour aussi remettre au cœur, mais aussi ce que nous développons, pas dans tous les cours, mais moi je travaille beaucoup là-dessus entre autres, parce qu'il n'y a pas que les espaces dans la vie, mais il y a ça aussi, c'est aussi sur comment on fait avec les étudiants du co-design en cours d'action. Ouais, comment, parce que, enfin, oui, on peut dire l'étudiant, il faut l'associer, bien sûr, mais bien sûr, il faut l'associer. Mais quand vous pensez le truc, ils ne sont pas forcément là, et puis bon, bref. Donc, les associer plus en amont, expérience utilisateur, ok. Mais après, je veux dire, ce qui est important, si on est dans une approche situationnelle, c'est le fait de pouvoir, comment dire, partager le vécu. Et comment organiser ce co-design en cours d'action, et comment faire en sorte que l'hybridation qui a été pensée ait suffisamment de degrés de liberté pour que dans le cours d'action, il y ait des ajustements. Si à un moment donné, vous constatez que tous les étudiants, je veux dire, décrochent, c'est pas en renforçant, je veux dire, l'interaction entre le tuteur, ça, non, non. Non, il y a un moment, il faut peut-être reposer, reprendre. On se voit, pas forcément le soir parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes de vie, mais ça va être un samedi ou un dimanche, c'est autre chose, hein, mais ça sera un samedi ou un dimanche. De dire samedi matin ou dimanche matin, on va se revoir, là, en gros, il faut qu'on se parle puis qu'on réaligne les choses. Mais ça, si vous voulez, ce qu'il faut aussi dès le départ, c'est que ça fasse partie du contrat pédagogique et que ce soit là outillé. Et l'un des outils qui est très très classique mais qui ne coûte rien, c'est ce qu'on appelle le journal d'apprentissage. Ça, c'est rien, ça coûte nada. Hein. Non, moi je dis les solutions, c'est vraiment entre la moquette et le béton. Hein. Après, il faut être déterminé. Oh, oui. Non, mais il faut être déterminé dans ce que l'on veut faire. Et par exemple, se lancer dans une. Et je vous donne la parole, mais là je. Voilà. Mais si vous voulez, il ne faut pas que ce soit uniquement tiens, je vais tenter pour voir. Oui, on peut tenter pour voir. Mais ça ne suffit pas, quoi. Et donc là, ça suppose aussi, mais c'est à un autre niveau, que le niveau macro-institutionnel gouvernance dise ok, on va là. C'est-à-dire que dans le tanker, il y a un capitaine quelque part, même si là, sur l'oiseau pilote. Laurence. Si je comprends bien, la formation peut servir l'économie au gouvernement pour organiser de nouvelles formations. Pour les formateurs, elles peuvent les aider à travailler en collaboration et aux étudiants, elles offrent une grande flexibilité. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, sur le premier point, non, parce que en ce qui nous concerne, nous, un cours qui soit en présence hybride à distance, il repose sur même valeur, même moyen, même résultat. Ce n'est pas un souci d'économie. Surtout pas. Surtout, enfin, j'ai envie de dire que personne ici ne croit que vous allez, qu'à quelconque niveau, vous allez gagner de l'argent. Par exemple, l'institution ne va pas gagner d'argent, il faut qu'elle investisse. Le prof, il ne faut pas croire qu'il va gagner de l'argent en faisant du tutorat par-dessus en perruque du reste. Non, non. Parce que ça, c'est... Non, non. Ça doit être inscrit dans le cœur du métier. Oui, mais d'accord, tant mieux si c'est un mauvais argument, mais vous l'avez annoncé un petit peu en clair. Oui, mais pas l'économie de l'art. Oui, non, mais voilà. Oui. Et du coup, si on raisonne en plus-value, la formation hybride, on a bien peut-être une collaboration renforcée de l'équipe pédagogique et une flexibilité qui garantit davantage les apprentissages. Mais est-ce qu'on a autre chose que j'aurais pas dit? Ben, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'on va jouer à la fois sur une augmentation de la réussite académique, ça c'est certain. Ça, ils réussissent mieux. Moi, j'avais fait ça en France pour le DAE, vous voyez ce que c'est, le diplôme d'accès aux études universitaires, là, bon, où j'avais hybridé ça. Enfin, le taux de réussite des étudiants qui étaient en mode hybride par rapport au présentiel, c'était plus 30%. Donc, il y a un gain. Après, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi un gain en réussite éducative, c'est-à-dire épanouissement, enfin, cette notion plus large. Mais là, encore, faut-il que le système de valeurs qui reconnaît, comment dire, les apprentissages ou les acquis soit aligné. C'est-à-dire que c'est comme quand, je prends l'exemple, c'est comme quand vous faites une pédagogie par projet, puis vous évaluez par les QCM. Ouais, mais attends. Des exemples, personne ne va se regarder, on en connaît. Là, c'est comme si, par exemple, vous développez, comment dire, une pédagogie qui mobilise plus de responsabilités, etc., et vous ne reconnaissez pas ces fameuses compétences transversales. Parce que l'étudiant, il est dans l'économie de la réussite. Ce n'est pas les $35 du crédit qu'il donne là où c'est 3,50 €. Non.
Nous, attendez, c'est 35 € le crédit, ici c'est 3,50 € le crédit. C'est pas là où ça se joue. Mais dans l'économie de la réussite, c'est à la fois la valeur d'usage que l'étudiant trouve dans ces formats-là, parce qu'il trouve que ça leur correspond, mais aussi ce qu'on appelle la valeur d'estime, parce qu'il y a une réalisation de soi. Et ça, ce sont deux dimensions qui sont rarement mobilisées, mais qui sont importantes aussi, qui font de l'intérêt. Il y a aussi plein de limites, hein, c'est-à-dire que si, je veux dire, c'est pas animé, si les activités n'ont pas de sens, si, etc., etc., bon. Mais ça, c'est partout.